Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin, comme d'habitude accompagné de Pat Côté, qui, après une petite semaine de congé bien méritée, est de retour. Ça fait du bien, mon cher ami, la petite vacance, finalement, là, avec quelques semaines de délai en plus. Exactement. Tu as des petits problèmes santé de part et d'autre dans la famille. Mais là, on est parti en vacances. Ça a été une semaine fantastique. Ça fait du bien. Gros soleil, grosse chaleur. Bon, ben, je suis content que tu en aies profité parce qu'en plus, les prochaines semaines vont être très occupées pour toi. On va en parler un petit peu plus tard, mais il y a des shows d'arts martiaux mix, des shows de l'UFC. Il y en a pas mal dans les prochaines semaines, pas beaucoup de pauses. Donc, c'était le moment là, après la semaine de congé, avec pas de gala la semaine passée, en fait, de prendre une petite semaine de congé. Le moment était bien choisi. On va revenir sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Pat, à l'UFC, le dernier gala qu'il y a eu, Curtis Blaydes qui a vaincu Chris Daukaus. Il y a eu un bon gala également. Rapidement, on va revenir là-dessus. Il y a eu d'autres galas dans d'autres organisations. Je veux ton avis sur quelques sujets qui ont retenu l'attention dans le monde des arts martiaux mixtes au cours des dernières semaines. Mais bien sûr, une très, très grosse partie de l'émission va servir à mettre la table pour ce qui s'en vient cette fin de semaine. À la télé à la carte, l'UFC 273 avec 2 combats de championnat, un 3e gros duel que plusieurs personnes attendent. Donc, championnat des poids plumes, championnat des poids coq et bien sûr Chimaev contre Burns à l'UFC 273 cette fin de semaine du côté de la télé à la carte et du côté de RDS. Il y a 2 semaines, la dernière fois qu'on s'est parlé, Pat, on était en ondes ensemble pour ce gala de l'UFC présenté à Columbus, également encore une fois devant public. Curtis Blaydes qui a vaincu Chris Daukaus. Puis là, je regardais ça aujourd'hui. Même si Curtis Blaydes est allé chercher une grosse victoire par KO contre Daukaus, gros KO au 2e round, spectaculaire et tout, ça n'a pas bougé dans les classements. Puis il n'y a pas beaucoup, là tu regardes sur Internet, il n'y a pas beaucoup de traction, là, si on veut, pour permettre à Curtis Blaydes d'avoir potentiellement une chance à un titre intérimaire. On sait ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a demandé après sa victoire. Le pauvre Blaydes semble pas être dans les bonnes grâces nécessairement de l'organisation. Ben, c'est parce que, tu sais, ce qui se passe dans les 5 premiers à l'UFC, chez les poids lourds, c'est un peu, ça stagne un peu, là. Tu sais, je veux dire, Stipe Miocic, on sait pas trop ce qui se passe avec lui. Il était là, il était dans la foule. Lorsqu'on l'a montré, il était en train de shrinker des beers. Puis, tu sais, c'était vraiment est-ce qu'il est vraiment en training camp ou pour se battre? On sait pas ce qui arrive avec lui. Et là, même Blaydes a dit, ah, ben, regarde, j'aimerais ça me combattre contre lui. Tu sais, c'est un honneur pour lui. C'est le plus grand heavyweight de l'histoire. C'est le seul qui a défendu son titre à 3 reprises. Il a raison là-dessus. Il dit qu'on s'est déjà entraîné ensemble. On a déjà été entraîné. Il m'avait carrément botté le cul. Ouais. Sauf que, il dit maintenant, je suis rendu à son niveau. Je pense que ça pourrait être un bon combat. Il y a toujours John Jones qui reste toujours dans l'actualité de l'UFC. Présentement, ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu dans l'actualité civile. Donc, c'est bon signe. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Du côté d'Ngannou, ben lui, il est blessé en réhabilitation pendant 8 mois. Cyril Gane, on dirait qu'on a comme perdu un peu d'engouement autour de lui, je sais pas, là, il est comme effacé aussi. Fait on est comme dans un cul-de-sac là, dans les 4 premiers, les 5 premiers de l'UFC présentement. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais j'aime beaucoup, moi, je sais pas ce qu'on va faire, mais il y a le nom de Tai Tuivasa aussi, qui, après son gros KO contre Derek Lewis, et là, Aspinall, après ce qu'il a fait du côté de Londres il y a quelques semaines également. Donc, c'est intéressant, la division des poids lourds présentement. J'ai l'impression que la clé, c'est... Et en fait, les inconnus, ce sont Stipe Miocic et John Jones. Et peut-être que du côté de l'UFC, on attend de voir ce qui se passe avec ces deux-là pour préparer la suite des choses. En tout cas, Curtis Blaydes, avec 6 victoires en 7 combats... Parce que aussi, Ben, tu sais, Cyril Gane, il a déjà été champion intérimaire. Tu veux-tu lui redonner une autre chance? Tu sais, quand il s'est battu pour le championnat du monde, ça a été ordinaire. Tu sais, ça n'a pas été un grand combat. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu ça stagne. C'est ça, ça stagne, puis c'est ça. Il y a beaucoup d'inconnus.
Puis quand un domino va tomber, j'ai l'impression que ça va peut-être faire dégringoler les autres, mais c'est ça. C'est Stipe Miocic. Sera-t-il de retour un jour? John Jones, veut-il revenir? Est-ce que l'UFC veut qu'il revienne? L'UFC veut qu'il revienne pour faire de l'argent, mais ça demeure un problème au niveau du PR, là, des relations publiques un petit peu toujours. Donc, non, bien hâte de voir la suite. Bien hâte de voir la suite pour ça. Alexa Grasso qui est allée chercher une 3e victoire de suite, elle, encore une fois, il y a 2 semaines, contre Joanne Wood. Soumission au premier round. Là, elle est en ascension vraiment. Elle a fait son entrée dans le top 5 avec cette victoire-là. Puis pour Joanne Wood, c'est le contraire. 3e défaite de suite. Et il y avait Manon Fiorot, Pat, sur cette même carte-là, qui, moi, je l'adore. Je trouve qu'elle est à 125 livres chez les dames, une combattante extraordinaire, qui est allée battre Jennifer Mayen, fille du top 5. Grasso, Fiorot, peut-être, pour savoir qui sera la prochaine à affronter Valentina Shevchenko, qui est en train de faire qui a fait le ménage. Elle va affronter Taila Santos bientôt, mais après ça, elle a battu à peu près tout le monde. Il y aurait ces 2 filles-là qui pourraient s'affronter pour avoir la chance d'affronter Shevchenko. Oui, tu as raison. Écoute, des nouveaux talents qui sont en train d'émerger, des nouveaux noms qui arrivent, c'est super bon. Tu sais, Fiorot, c'est un problème. C'est une grande combattante. Elle se déplace énormément. Son coup de pied frontal dérange énormément. Je trouve qu'il y a peut-être une mauvaise préparation de Jennifer Maia dans ce combat-là. Il me semble qu'elle n'a pas bloqué un. On dirait que c'était ça qui lui dérangeait. Elle a une grande portée aussi, Fiorot, ce qui fait puis qu'elle l'utilise super bien. Grasso, écoute, c'est une performance extraordinaire. Elle est allée chercher sa première victoire par soumission en plus, donc ça va lui donner encore beaucoup plus de confiance. Puis pour Joanne Wood, elle, rien ne va plus. Honnêtement, elle a 3 défaites de suite. Elle, tu sais, je veux dire, il y a des opportunités des fois que tu laisses passer ou ben non, que tu vas trop être gourmande, tu sais, peut-être, ou gourmand, tu sais, whatever. Elle, clairement, elle avait une chance au titre et a décidé de ne pas attendre et de rester active. Et Jennifer Maia l'a battu, il a volé sa place. Et depuis ce temps-là, elle a gagné un combat, mais vraiment un combat serré. Puis là, sur 3 défaites de suite. Elle a comme perdu ses repères, et ça marche plus, là. Tu vois, sa confiance n'est plus là partout. Puis là, c'est difficile. Tu sais, quand tu t'en vas te battre avec pour ne pas perdre et pas pour aller gagner, c'est souvent ça qui va arriver. Tu vas perdre. Oui, exactement. Et puis, c'est ça, ça fait 2 défaites, 3 défaites de suite, mais 2 défaites de façon assez brutale, des soumissions rapides pour Joanne Wood. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va arriver avec elle. En tout cas, est-ce qu'elle va être en mesure de trouver des solutions, là, plutôt ça. Finalement, dernier combat qui a retenu l'attention, peut-être, il y a eu cette guerre Barbarina contre Matt Brown. Ça, c'était juste un classique pour les amateurs, un des bons combats qu'on a vus. Un des bons combats de l'année, en tout cas, là, une guerre incroyable. Mais Kara-France qui a causé une certaine surprise, en tout cas à mes yeux, en allant battre Askar Askarov. Kara-France est sur une bonne lancée, charismatique, une grande gueule, n'a pas peur de lancer des défis. Là, il se dit qu'il est prêt au titre. Et là, il y a même Deiveson Figueiredo qui a dit j'étais prêt à affronter Moreno pour une 4e fois. Je sais que c'est ça que vous voulez faire, l'UFC, mais il a demandé officiellement à Dana White d'annuler le combat, le 4e contre Moreno, pour affronter Kai Kara-France. Il cite un peu un manque de respect de Moreno. Il aurait été raciste envers lui. Il y a peut-être aussi peut-être aussi qu'il voit un chemin plus facile pour conserver sa ceinture contre Kara-France. Je ne le sais pas. Mais ça peut. En tout cas, Kara-France, il mériterait, en fait. Oui, il mériterait. Il est quand même juste sur 2 victoires de suite, mais dans cette division de poids-là, il y a beaucoup de combattants qui sont sur une longue séquence de victoires. Ça, tu as raison là-dessus. Et je pense que Figueiredo a plus de chances d'affronter Kara-France que Askarov si Askarov avait gagné. Ça, c'est sûr. C'est ça, il préfère Kara-France à Askarov, potentiellement, pour un duel, c'est ça? Oui, mais admettons si Askarov avait gagné, même s'il avait gagné, je pense pas qu'on parlerait d'un combat de championnat du monde. Pour Kara-France, par exemple, c'est un combattant qui est spectaculaire, qui est aimé, qui donne un spectacle. Puis, il a perdu le premier round, puis il est bien revenu après avec démontré de la résilience aussi. Je pense qu'il est plus vendable qu'Askarov. Donc, oui, je pense qu'il y a plus de chances que ce combat-là arrive. Mais encore une fois, je pense que l'UFC est très bon pour faire des combats que les fans veulent. Je pense qu'ils ont manqué le fois juste à 2 reprises dans l'histoire, là, dans les 25 ans, même plus que ça, dans les 30 ans de l'UFC, avec Georges à 2 reprises. Mais habituellement, l'UFC font les combats que le monde veut. Et je pense que le monde veut plus un 4e combat avec Figueiredo Moreno. On verra ce qui va arriver de ce côté-là. Mais bref, Kai Kara-France qui a marqué des gros points il y a 2 semaines avec sa victoire contre Askarov. Je veux revenir sur
on a eu Corinne Laframboise à notre dernière édition du podcast. Elle se préparait à aller affronter Carolina Jiménez à UAE Warriors pour le titre des poids mouches féminins, donc 125 livres. Elle ramène au Québec dans sa valise la ceinture de championne de cette organisation-là. Quelle victoire quand même de Corinne, Pat. Elle a amené ça au sol au premier round. Elle a tenté une clé de bras. Je regardais ça. J'étais ici à RDS, je regardais ça. J'étais sûr qu'elle allait y arracher le bras. Ouais. Bien honnêtement, là, c'était une superbe clé de bras, mais je ne sais pas comment Jiménez a fait pour survivre. Mais là, Corinne n'a pas abandonné, a changé sa stratégie, est allée chercher un étranglement triangulaire et finalement, elle est colombienne, je pense, Jiménez a finalement tapé. Honnêtement, à un moment donné, je me disais, est-ce qu'elle va survivre au premier round, Jiménez, après d'aussi belles tentatives de soumission? Finalement, Corinne a réussi à l'emporter. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Puis est-ce que tu as reparlé à Corinne depuis? Là, je sais que tu la connais bien. Je n'ai pas reparlé à Corinne parce que là, présentement, elle est en voyage. Thaïlande, oui, c'est ça. Thaïlande, exact. Elle prend des vacances bien méritées parce qu'elle est allée chercher une victoire, mais exactement comme tu le mentionnes, elle a fait un statement. Elle est allée complètement dominer ce combat-là. Moi aussi, je pensais que la clé de bras a été faite extrêmement violent. C'était violent, cette clé de bras-là. Ça a été fait rapide. Et quand elle est partie avec, moi aussi, j'ai été surpris de la résistance de son adversaire. Après ça, une belle transition sur l'étranglement triangulaire, des frappes, et on termine avec l'étranglement. Écoute, une victoire méritée. On savait qu'au sol, écoute, elle était largement supérieure sur papier. Elle a démontré qu'en vrai aussi, elle l'était aussi. Puis, regarde, je suis super fier de Corinne. C'est un titre qui va lui ouvrir beaucoup de portes. C'est un titre qui a amené des combattants dans des organisations majeures par la suite. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Corinne aimerait rester fidèle à UAE Warrior. Elle l'a déjà mentionné parce qu'elle a une bonne relation avec eux autres. Elle aimerait défendre son titre au moins une fois là. Mais, je veux dire, si l'appel arrive. Puis je pense que c'est ça le but de tout combattant. Ça a été le but depuis le début. Corinne, elle s'est jamais cachée. Elle disait, elle veut se rendre à l'UFC. Avec une performance comme ça, c'est sûr que son nom doit commencer à se parler, son nom, là, présentement. Qu'est-ce que ton petit doigt te dit? C'est dur à dire. C'est sûr qu'elle est dans une belle catégorie, les 125 livres. Encore une fois, on voit que Manon Fiorot, elle qui l'a battu le dernier coup, elle est rentrée à l'UFC par la suite. L'UFC aime beaucoup aller piger dans cette organisation-là. Ils ont une bonne relation. Dana White a déjà été là pour faire un looking for a fight. Donc, je pense que c'est une bonne augure c'est très, très bonne augure pour Corinne. Elle est canadienne-française. C'est quelque chose qui peut l'aider énormément aussi parce que, je veux dire, à part Valérie, il n'y en a pas eu d'autres. Je pense que ça peut l'aider aussi. Puis c'est pas juste à cause de ça, mais je pense que ça peut lui donner un bon push encore plus que l'UFC veut miser sur elle pour faire de la promotion avec le Canada autour d'elle aussi. En tout cas, c'était une superbe victoire de Corinne. Ça se passait le 26 mars dernier à UAE Warriors. Elle est maintenant championne de cette organisation-là. La même journée, le 26 mars, il y avait un gala de One FC, One Fighting Championship, un gala qui s'appelait One X. On n'en avait pas parlé au podcast, c'est vrai, en tout cas pas beaucoup. Mais c'était intriguant ce duel-là. De un, Demetrius Johnson était sur la carte. Mais c'était un combat spécial avec des règles mixtes. Il affrontait le champion de Muay Thai de l'organisation également de One, Rodang Jitwangong, un gars, un des meilleurs combattants de Muay Thai là, au monde présentement, champion de l'organisation. On a fait un combat avec des règles mixtes, donc ronde 1 et 3, des règles de Muay Thai, donc pas de projection au sol, il y avait des frappes évidemment, mais ça n'allait pas au sol. Et les rondes 2 et 4, on était dans le monde de Demetrius Johnson avec les arts martiaux mixtes, donc on pouvait ajouter la lutte et le jiu-jitsu. Mighty Mouse, Demetrius Johnson, a réussi à l'emporter contre ce combattant thaïlandais au deuxième round. Donc il a survécu. Oui. C'est ça, il a survécu, puis c'était ça la stratégie, mais c'est pas un euphémisme. Là. Il a survécu à l'assaut du combattant de Muay Thai dans les premières minutes, lors du premier round. Et lorsqu'on est arrivé dans son monde, au deuxième round, là, il a amené ça au sol. Il a terminé ça avec un étranglement, une soumission. Première chose, est-ce que ça cimente le statut de Demetrius Johnson comme
l'un des meilleurs combattants de tous les temps? D'avoir fait un combat de ce style-là contre un champion de Muay Thai? Je sais pas. Pour vrai, je peux pas dire. Je sais pas si ça lui met de la valeur à ce qu'il fait déjà, honnêtement, parce que c'est pas un combat qui est homologué dans les arts martiaux mixtes comme tel. C'était plus un spectacle qu'on voulait faire. On a vu qu'au premier round, si ça avait été 5 rounds de Muay Thai, je sais pas si c'était rendu au 5e. Honnêtement, au premier round, il s'est fait brasser et pas à peu près. Puis on a vu pourquoi que l'autre, c'est un des meilleurs au monde. Mais, regarde, les arts martiaux mixtes, c'est ça mélange tout. Puis je pense que on l'a vu qu'il y a eu une occasion. Il faut donner le crédit quand même à son adversaire. Il a résisté quand même assez longtemps. Ouais. C'est une choke, là, pour vrai. Mais il reste que, est-ce que ça l'amène d'autres choses? Je pense pas que ça y amène d'autres choses sur le fait que son statut de combattant d'arts martiaux mixtes. Je pense que ça y amène quelque chose sur un gars qui n'a pas peur d'essayer des nouvelles choses, il n'a pas peur d'aller dans le monde de quelqu'un d'autre, mais dans des règlements spéciaux. Moi, j'aime beaucoup Demetrius Johnson. Je trouve qu'il y a de l'audace d'avoir fait ça. Je trouve que ça peut être le fun. Est-ce que je suis un fan de ce genre de combat-là? Non. Okay. Mais je pense qu'il peut en avoir des fans de ça. Mais je trouve que c'est pas des. C'est un combat hybride. Puis je comprends pas comment on peut devenir un champion dans ce genre de combat-là. Mais pourquoi donc t'aimes pas? Est-ce que tu trouves que c'est un peu trop pour le show? Est-ce que tu trouves que c'est un peu inégal aussi? On a vu clairement que dans une discipline, il y avait un gars qui était vraiment bon. Dans l'autre, je veux dire, c'était inégal. C'était vraiment inégal, là, en fait, quand tu regardes ça froidement. Là. Ben absolument. Mais si tu mets. Si tu inverses les rounds, là, si tu mets le premier round MMA, deuxième round Muay Thai, ça ne se rend pas au deuxième round. Là, ça s'est rendu au deuxième round. Pas à la limite. Muay Thai, MMA. Ouais. Fait que, tu sais, est où la juste valeur là-dedans? Tu sais, elle joue. C'est juste que je pense pas qu'il y a un avenir à ce genre de combat-là. En tout cas, pas ici en Amérique. Je sais qu'en Asie, peut-être, ils aiment bien ça, des freak shows, ils aiment bien ça, des affaires comme ça. Mais je pense pas qu'ici en Amérique, ça pourrait avoir un grand succès. En tout cas, c'est une opinion bien personnelle. Moi, personnellement, une fois de temps en temps, ça peut être le fun. Mais regarder un galop complet un mix de ce genre de combat-là, c'est comme si tu mettais un gars de Muay Thai avec un lutteur olympique. Puis là, le premier round, c'est de la lutte. Ça ne se rend pas au deuxième round. C'est que tu favorises qui pour partir le premier round. Fait que là, si on se rend dans des combats vraiment plus importants, avec des bourses plus importantes, là, c'est sûr que le gars, regarde, pourquoi c'est lui qui commence dans son monde, pas dans le mien. C'est plus pour ça. Ouais, je comprends. C'est un peu mi-figue, mi-raisin dans ces combats-là. Ouais, je suis d'accord. Peut-être pas un gala complet. L'expérience a été tentée. Je ne sais pas si ça va devenir quelque chose qui va être régulier, en fait. J'ai pas l'impression non plus. C'était plus pour essayer de... Comme tu dis, je pense que Demetrius Johnson voulait se tester. Chez One, on présente simplement du Muay Thai, on présente simplement des arts martiaux mixtes. Donc, dans l'écurie, on avait des adversaires potentiels aussi, donc c'était facile de l'organiser aussi. Bref, Demetrius Johnson qui a finalement remporté ce combat-là. Puis je veux peut-être mentionner aussi Angela Lee, qui est une Canadienne, née au Canada, grandie aux États-Unis, mais une véritable vedette en Asie. Championne de longue date de l'organisation One également chez les poids atomes, donc 105 livres. Ça faisait 1 an et demi qu'elle ne s'était pas battue. Elle avait donné naissance à son premier enfant. Elle est revenue, elle a battu Stam Fairtex par étranglement arrière au deuxième round. Angela Lee, c'est peut-être... Et même moi, je la connais pas tant que ça, parce qu'évidemment, elle se bat en Asie, mais une combattante canadienne qui gagne vraiment à être connue. Là. Je veux dire, c'est peut-être la meilleure combattante canadienne, mais personne ne sait c'est qui. C'est à peu près ça. Exact. Elle est bien connue, mais elle est vraiment bonne. Puis comme tu le dis, c'est une méga vedette là-bas à One FC. One X, whatever. Mais oui, c'est ça. Puis t'as raison, elle est méconnue parce qu'elle n'est pas à l'UFC ici en Amérique, mais si vous voulez voir une combattante, une des meilleures combattantes, sinon t'as raison, la meilleure combattante canadienne présentement, là, est très, très solide. Donc ça se passait du côté de l'Asie, le One, je pense que c'était à Singapour, sauf erreur, mais il y a 2 semaines. Donc victoire d'Angela Lee qui est allé récupérer son titre ou qui l'a défendu en fait. Et puis victoire de Demetrius Johnson contre Rod Tang. Jut Magnong, désolé pour la prononciation, là, mais Demetrius Johnson qui a vaincu finalement un champion de Muay Thai.
UFC 273, mon cher Pat, tu vas retrouver ton ami Jean-Paul Chartrand. J'ai vu la photo que tu as publiée sur les réseaux sociaux ce matin. Jean-Paul qui va être de retour finalement à temps plein. Pour ce gros gala, avec 2 combats de championnat, plusieurs autres très bons combats, mais bien sûr celui entre Burns et Khamzat Chimaev retire particulièrement l'attention. Et pour amorcer la discussion, je veux te dire comment je vois ça. J'ai très hâte de regarder ce gala-là, mais j'ai une petite inquiétude. J'ai peur que ça soit pas serré, que ce soit 3 volées, les 3 derniers combats. Puis ça peut être des chaos spectaculaires, tout ça, mais des combats relevés, surtout des combats de championnat, on aime ça. Et j'ai bien l'impression que pour Petr Yan, pour Alexander Volkanovski en grande finale, et pour Chimaev, l'opposition sera peut-être pas aussi importante qu'on pense. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que le combat le plus serré dans ces 3-là, honnêtement, je pense que ça va être la finale. Johnson Jones, okay. C'est un gars qui va à la guerre. C'est pas un gars qui est facile à combattre. Puis je pense que ça va être ce combat-là qui va être le plus serré entre les deux. Je pense quand même que Volkanovski va aller chercher cette victoire-là, dépendamment s'il est resté motivé à se battre contre Johnson Jones. Ça, c'est une autre affaire aussi. Il était supposé se battre contre Max Holloway. Là, finalement, ça a été changé. Il reste que c'est le champion. Il faut qu'il défende son titre. Il faut qu'il prouve que il n'y a pas d'affaire là. Pour moi aussi, je veux dire, je pense que ça va être difficile pour Sterling. S'il n'est pas capable d'amener Petr Yan au sol, il sera pas capable de suivre le rythme au niveau du combat debout. On sait ce qui est arrivé aussi. Mais ça dépend qu'il va être capable de gérer mieux ses émotions aussi. On s'est lancé beaucoup d'insultes. Le premier combat, c'était une erreur de Petr Yan. Peu importe. OK? Puis là, je ne prends pas la défense de Jermell Sterling. Parce que moi aussi, je pense qu'il a peut-être joué la comédie un peu. Peu importe s'il a joué la comédie ou pas, il reste que le combat s'est terminé à cause d'un coup illégal de Petr Yan. Donc, c'est de la faute à Petr Yan en premier. Après ça, est-ce que Jermell Sterling en a mis un peu? Peut-être. Je pense que oui. Mais je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans ses culottes. Fait que je ne sais pas, c'est pas moi qui a reçu le coup. Ça a pris du temps avant qu'il défende son titre. Ça, il a reçu beaucoup de critiques à cause de ça. Il a été blessé, il s'est fait opérer. Donc là, il y a eu beaucoup de critiques. Là, le monde disait, ouais, c'est ça. Tu veux profiter de ton statut de champion le plus longtemps possible, de faux champion, parce que tu sais que tu n'as pas gagné le titre comme pour vrai. Mais si tu veux, on fait un combat revanche, je vais te faire péter. Donc là, il y a l'occasion de fermer la gueule à tout ce monde-là. Et Chimaev, je pense que le gabarit va faire une différence dans ce combat-là. Et moi aussi, je pense que Chimaev... Ben, tu sais, ça va être la première fois qu'on voit Chimaev vraiment se faire tester. Mais tu sais, Chimaev, là, il prend le raccourci. Il prend la fast track, puis pas à peu près, là, tu sais. On peut le faire monter rapidement. Le dernier combat, il s'est battu contre Lingan, qui était dans le première fois qu'il s'est battu contre un gars dans le top 15. Il a levé dans les airs, il a parlé à Dana White, il l'a mis à terre, puis il a fini. Tu sais, c'est juste parce que ça a été une volée à tous les combats qu'il a été. Mais là, il se bat quand même contre Gilbert Burns, l'ancien aspirant au titre, s'est battu au combat de championnat du monde, classé dans le top 5 mondial. Là, on va voir vraiment ce qu'il vaut. Mais je pense, moi aussi, qu'il va passer à travers Burns. Ça risque de pas être une belle soirée pour Gilbert Burns. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je veux qu'on prenne les 3 combats finaux puis qu'on rajoute un peu de chair autour de l'os. Là, on va commencer avec la grande finale. Tu as dit que Volkanovski allait, selon toi, avoir peut-être de la difficulté, ou en tout cas, il n'allait pas se débarrasser de Chan Sung Jung, du Korean Zombie, en claquant des doigts. Puis ça, je suis d'accord avec toi. Là. Korean Zombie, c'est un gars qui est durable, c'est un gars qui était dans des guerres aussi. J'ai juste l'impression qu'au niveau talent brut, Volkanovski est meilleur et surtout plus puissant. Il a lui aussi été dans des guerres. Qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce combat-là, selon toi? J'ai comme l'impression que ça va être les coups de pied dans les jambes, peut-être, de Volkanovski et le fait qu'il va être... il a déjà été dans des combats de 5 rounds, là, puis dans des guerres avec Holloway les 2 dernières fois. Il n'a pas peur de miser sur des attaques qui vont payer dans les rounds 4 et 5. Et je pense que c'est cette stratégie-là, peut-être, qui va faire la différence. Oui, je pense que la stratégie va être exactement la même contre Holloway. Parce que Chan Sung Jung, c'est un bon boxeur, très, très bonne main. C'est pas un super lutteur. Il a un bon sol, mais moins bon que Brian Ortega. Puis on a vu que Volkanovski a survécu face à Ortega, la guillotine qui était... On ne sait pas encore comment il a fait pour se sortir de là, mais il s'en est sorti. C'est sûr que les coups de pied dans les jambes, ça va être un atout clé dans ce combat-là pour ralentir le footwork
de Chan Sung Jung de ralentir ses attaques avec ses mains aussi, va être capable de moins se déplacer, d'aller chercher des angles d'attaque. Donc, c'est sûr et certain que la stratégie de Volkanovski pour Chan Sung Jung est exactement, en tout cas, à mon avis, exactement la même que s'il se battait contre Max Holloway. Donc, je pense pas que sa façon de s'entraîner, quand il était supposé se battre contre Max Holloway, a changé tant que ça pour s'entraîner, pour se battre contre Chan Sung Jung. Parce que je pense que Max Holloway est meilleur dans tout que Chan Sung Jung. Peut-être plus de volume du côté de Holloway, mais reste que la puissance, je pense que peut-être Korean Zombie en a peut-être un petit peu plus de puissance dans ses mains, mais il reste que c'est deux bons boxeurs. Moins d'expérience de gros combats de championnat pour Korean Zombie. Mais c'est ça. Si ça reste debout, on va avoir une bonne guerre. Si il est capable de le garder à distance, contrer les coups de pied dans les jambes aussi, le faire payer Volkanovski, toutes les fois qu'il va donner un coup de pied, le faire payer tout de suite. Donc, il met un doute dans la tête que, OK, le prochain coup, si tu me donnes un coup de pied, tu vas te faire pincer encore une fois. Ça va être important du côté du Korean Zombie. Est-ce que tu es déçu que ce soit Chan Sung Jung plutôt que Max Holloway? En finale, on sait que ça devait être Holloway, il a subi une petite blessure. Finalement, il aurait peut-être été en mesure de combattre finalement ce week-end, mais c'était déjà réglé que c'était le Korean Zombie qui prenait sa place. Holloway a subi quelques reproches, surtout de Volkanovski, mais est-ce que tu aurais préféré donc voir le combat de la trilogie avec Holloway ou tu es quand même content de voir le Korean Zombie qui donne toujours des bons shows, qui est là depuis longtemps, qui le mérite peut-être pas à ce stade-ci, mais je veux dire, il fallait trouver un remplaçant, je veux dire, entre lui, entre Ortega, entre le Korean Zombie, entre Yair Rodriguez, je veux dire, il fallait en choisir un. Ton niveau de déception, est-ce qu'il y en a un ou? Est-ce que j'aurais aimé mieux voir Holloway? Oui. Est-ce que je suis déçu? Non. Tu sais, je veux dire, moi, Korean Zombie, je suis un grand fan du Korean Zombie, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va arriver là, puis tu sais, il n'y a rien à perdre. Donc, tu sais, c'est dangereux de se battre contre un gars qui n'a rien à perdre. Tu n'es pas supposé être dans le combat de championnat du monde. Il remplace, puis ça, Volkanovski, il faut qu'il fasse attention. Puis, tu sais, ça s'appelle de Korean Zombie pour une raison. C'est un gars qui va à la guerre, comme tu dis, est capable de prendre des coups, capable d'y aller, capable de subir du dommage, puis de revenir par la suite pour aller chercher une victoire. Donc, ça aussi, c'est important. Puis, la pression va tout être sur Volkanovski dans ce combat. Tout à fait. Volkanovski qui va y aller pour sa 3e défense de titre. Il a 20 victoires consécutives. L'Australien Volkanovski, quand même, sur toute une séquence, a battu 2 fois, je vous le rappelle, Max Holloway en combat de championnat. Les 2 fois, c'était très serré, surtout le deuxième. Mais Volkanovski est très durable et se fatigue pas. Et les 2 fois contre Holloway, il est allé chercher la victoire en gagnant les rounds 3, 4 et 5. Donc, ça, pour le Korean Zombie, c'est inquiétant dans le sens où quelle stratégie tu peux adopter contre un gars comme ça? Est-ce que tu vas en finir rapidement? Tout porte à croire que oui, parce que plus ça se rend dans les rounds de championnat, plus Volkanovski est bon. C'est ce qui fait la marque des grands champions également. Donc, ça va être très intéressant, ce duel. Le Korean Zombie, de son côté, 17 victoires, 6 défaites, 14 quand même de ses victoires avant la limite. Demi-finale, Aljamain Sterling contre Pietarian, t'en as parlé aussi. J'ai tendance vraiment à être d'accord avec toi que je me questionne à savoir si Sterling a les outils pour battre un gars comme Pietarian, qui lui aussi est sur toute une séquence de victoires. Et Sterling, je l'aime beaucoup comme combattant. Il est un peu unidimensionnel dans le sens où s'il ne réussit pas à passer une soumission, il n'a pas la force de frappe et la technique nécessairement pour gagner ça debout. Il n'est pas très complet à mes yeux, Aljamain Sterling. Bon, on l'a vu dans les combats, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui est... Le combat commence debout, hein. Oui, pour un lutteur, ça peut être intéressant d'amener le combat au sol, mais on a vu que Yann s'était bien préparé aussi pour ce combat-là, puis debout, dans les échanges au niveau du combat debout, c'était le jour puis la nuit entre les deux, là. On s'entend, là, Pietarian était vraiment largement supérieur à Sterling là-dessus. Puis, écoute, ça s'est terminé d'une façon plate, on va se le dire. Mais exact. Moi, je pense que si ça reste debout, puis on n'est pas capable de closer à distance, de se rapprocher, de lutter, puis
Peter Yan, ça va devenir vraiment compliqué pour Aljamain Sterling. Rappelons-le peut-être pour les gens pour leur rafraîchir la mémoire, c'était au 4e round. C'était assez serré. Je regardais avant de commencer l'émission, il y avait 2 juges. Ça s'est terminé au 4e round, coup de pied à la tête illégal de Peter Yan, alors que Aljamain Sterling avait un genou au sol. Un coup de genou. C'est un coup de genou, OK. Mais à ce moment-là, il y avait 2 juges qui avaient 29-28, donc 2 rounds à 1 pour Yan, et le 3e juge avait 2 rounds à 1 pour Sterling. Donc c'était pas une volée que Sterling était en train de manger, mais on sentait quand même que plus le combat avançait, plus Yan était dans son élément et plus Sterling était en quête de réponse, ce qui fait dire aux gens que si c'était pas arrivé ce combat-là, Sterling se faisait manger tout rond. Et là, est-ce que Sterling a joué un peu la comédie, était étourdi après le coup, mais c'était pas un coup ultra violent. Il a reçu la ceinture, l'a jeté au sol. Ah, j'aime pas ça, gagner dans des conditions comme celle-là. C'est pas comme ça que je voulais devenir champion. Dans son entrevue, après, pratiquement les larmes aux yeux. Je vous jure, là, c'est pas comme ça que je voulais être champion. Je suis même pas content d'être champion. Puis là, ce qu'il fait, ben là, il s'en va se faire opérer. Au coup, il est out 1 an. Je veux dire, c'est ça. C'est comme si les babines ne suivaient pas les bottines pour Aljamain Sterling. Yan s'est pas gêné pour le lui dire, d'ailleurs. 20 victoires, 3 défaites pour Aljamain Sterling, 6 victoires de suite. Mais Yan, la seule défaite qu'il a à ses 20 derniers combats, ou à ses 12 derniers combats, c'est cette défaite par disqualification. Qu'est-ce qui fait de Peter Yan, le Russe, un combattant aussi dangereux, Pat? Je pense que tu le connais, tu as même mis les gars avec lui en c'est Volkanovski? OK. Non, Peter Yan, écoute, c'est un gars qui est très, très dur. C'est un gars qui frappe solide. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il lance, c'est pour faire mal. Il travaille bien en volume, il travaille bien en combinaison. Il est très créatif dans ses attaques aussi. Honnêtement, c'est un gars qui a beaucoup de confiance en lui aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir comment il va approcher ce combat. Mais encore une fois, je pense que la gestion des émotions de ce combat-là va falloir faire attention des deux côtés. Beaucoup plus du côté de Yan que Sterling. Yan, il a de l'air à être en... Bon, ça, je peux le dire. Là, il a de l'air d'être en beau sacrament. Il a vraiment, tout ce qu'il veut, c'est arracher la tête. Ben, je ne sais pas si c'est une bonne approche mentale, si c'est vraiment ça dans le calendrier. Je pense qu'il faut qu'il approche le combat-là en étant plus professionnel. Il s'en va dans un combat de championnat du monde et non pas un combat de rue. Mais je pense qu'il s'est entraîné au Tiger Muay Thai, il s'est entraîné aussi à Tim Anthony par le passé. S'il est bien entouré, je pense que ça va bien aller. Donc, ce serait un peu l'impondérable à surveiller, selon toi, si Yan est en mesure de bien gérer ses émotions. Parce qu'au niveau talent pur, au niveau qualité athlétique et capacité athlétique, avantage aux Russes? Mais capacité athlétique. Écoute, Sterling, c'est tout un athlète. Un excellent lutteur, un excellent... exact. C'est ça. Puis, il a dit, le premier combat, tout le monde pense, c'est ça. Ça a comme une tâche à un combat qui était quand même serré. Le monde oublie que ce combat-là était serré quand même jusqu'à rendu là. Même si avant que le coup arrive, c'est vrai que dans ce round-là, Sterling se faisait manger tout rond. Mais on s'en va les voir les 3 premiers rounds. C'était quand même serré. Fait que, je pense qu'il ne faut pas prendre Sterling pour battu. Mais écoute, ça dépend toujours comment il va arriver, qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec ses outils à lui, comparativement aux outils de Yan. Puis, si ça reste en échange debout, je pense pas qu'il va avoir l'avantage sur le Russe. Donc, à suivre, je regardais les cotes des preneurs au livre avant d'entrer en onde. Volkanovski est largement favori contre le Korean Zombie. Peter Yan est largement favori quand même contre Aljamain Sterling. Mais celui qui est le plus favori dans tout ça, c'est Khamzat Chimaev contre Gilbert Burns. Khamzat Chimaev qui est classé 11e chez les mi-moyens. Il affronte un gars qui est en combat de championnat du monde il n'y a pas si longtemps, qui est sur toute une séquence. 7 victoires, 1 défaite à ses 8 derniers combats. Sa seule défaite contre Kamaru Usman. Et Gilbert Burns est largement négligé contre Chimaev. Ça se demandait. C'est sûr que l'aura autour de Khamzat Chimaev est incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Est-ce qu'on est trop dans le bandwagon, comme on dit en bon québécois, Pat, avec Khamzat Chimaev?
Ben, c'est là qu'on va voir. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ses performances parlent d'elles-mêmes. Sauf que là, tu sais, j'ai dit tantôt, il prend la fast track. Là, tu sais, il prend vraiment là, la voie rapide pour aller au sommet. Tu sais, je veux dire, les preneurs au livre, là, ça va aussi avec qui va, tu sais, le monde le monde qui met de l'argent. Tu sais, fait que c'est sûr que si le monde a mis beaucoup déjà de l'argent sur Chimaev, les codes vont commencer à changer. Puis, tu sais, là, on va voir, OK, c'est lui qui est plus favori que l'autre. Puis, fait, c'est sûr que tu as raison, il y a un bandwagon autour de Chimaev, mais je pense que c'est avec raison. Là, il reste à voir s'il n'y a pas un flat sur cet autobus-là. C'est ça, ouais. On va voir s'il ne roule pas sur une route de secours, s'il est vraiment bien chaussé. Je veux dire, là, il affronte Burns. Il ne peut pas aller plus haut que ça rapidement. Je pense que c'était à la limite Burns ceux-là d'en avant, ils ne pouvaient pas se battre contre eux autres de toute façon. Fait que là, s'il ne pouvait pas se rendre plus haut que ça rapidement, fait que, regarde, il n'y en a pas bien en haut de ça. Anyway. De toute façon, il y a Colby Covington et c'est tout. Là. Puis, et Kamaru Usman, bien sûr, le champion, mais il y avait Leon Edwards là, qui est classé 3e dans les classements, à cause de la COVID, il devait s'affronter quelque part en 2020 ou 2021, là, je ne sais plus trop, mais à cause de la COVID, ça a été... Donc, déjà, on le mettait contre Leon Edwards. Là, on le met contre un gars qui est encore mieux classé. Ça vaut ce que ça vaut, les classements, on se répète, mais Khamzat Chimaev... T'as raison, ça vaut ce que ça vaut, mais là, ça vaut plus. Quand t'es rendu dans les 3 premiers... Ouais, là, c'est ça. Dans les 5 premiers, je pense que ça a une importance. Après ça, je suis d'accord avec toi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis souvent, ça change. Pourquoi ça a changé, on ne sait pas. Mais là, je pense qu'on croit beaucoup en Chimaev. C'est un gars qui est aussi... C'est un des rares Russes avec Peter Yan qui sont très extravertis. C'est très rare qu'on voit ça chez les Russes. Et c'est une nouvelle génération qui arrive, très fort physiquement. Je pense que le gabarit va faire une grande différence dans ce combat-là aussi. Il va être beaucoup plus gros physiquement que Gilbert Burns. En tout cas, c'est ce que je m'attends. Sauf que j'ai vu les derniers entraînements de Burns sur les réseaux sociaux. Il est en shape. Il est vraiment en forme. Mais là, c'est ça. C'est pas tout. Est-ce qu'il va être capable de suivre le rythme? Est-ce qu'il va être capable de lutter? Est-ce qu'il va être capable... Oui, Burns, c'est un gars de 4 fois champion du monde de Jiu-Jitsu, là, mais c'est un gars de position, c'est pas un gars de soumission. Quand il t'amène au sol sur le dessus, c'est pas un gars avec du gros ground and pound, c'est un gars de position, puis il achète du temps. Est-ce qu'il va être capable d'amener Chimaev à terre? Moi, je pense que non. Fait que là, ça va se passer pour lui debout, je pense. Tu sais, du sprawl and brawl, il y a quand même il y a de la puissance moyenne. C'est comme découvrir une puissance tardive dans sa carrière avec ses mains. Depuis qu'il est passé à 170, en fait. J'ai l'impression que depuis qu'il ne coupe plus autant de poids, qu'il était à 155 livres avant, j'ai l'impression que c'est là qu'il s'est découvert un petit peu sa puissance. OK, ben stratégie dans ce cas-là, parce que Chimaev aime ça aller au sol aussi, il aime ça lutter. On l'a vu avec Li Jingliang aussi. Mais là, est-ce qu'il va aller au sol avec Burns? Tu t'attends il est capable de gagner dans toutes les positions. Là. Chimaev, 10 victoires de suite, ça n'a jamais dépassé le 2e round. Il a pratiquement autant de soumissions que de KO. Je veux dire, on ne voit pas de faiblesse dans son jeu. La stratégie de Chimaev va mettre de la pression, comme d'habitude. Il est très imposant physiquement. Il essaie de t'étouffer, puis il est capable de te knocker, puis il est capable de te soumettre. Il est capable de tout faire. Très fort avec la lutte, très fort physiquement. Grosse physiquement, comme j'ai dit. Mais je pense que une bonne stratégie pour Gilbert Burns, ça serait de se déplacer énormément, puis pas engager rapidement. Je ne veux pas dire se sauver, mais acheter du temps. Mettre le combat le plus longtemps possible pour essayer de rentrer dans une zone peut-être plus d'inconfort pour Chimaev ou des zones qu'il est moins vues souvent dans sa carrière. S'il est capable d'essayer de pousser ce combat-là au 3e round, s'il est capable de faire vraiment, tant mieux. Là. Mais je pense que c'est peut-être une bonne stratégie d'être passif dans ce combat-là. C'est rare que je vais dire ça là, parce que je ne veux pas un combat plate, là. Mais je pense que face à Chimaev, je pense qu'il faut que tu sois passif, il faut que tu le fasses frustrer, il faut que tu le mettes dans un état pas de colère, mais de frustration pour qu'il fasse justement une erreur. Ouais, j'aime ça ce que tu dis parce que c'est ça. On se rend compte quand on regarde la fiche de Chimaev, il n'a jamais vu un 3e round. Là. Puis il a vu le plus loin qu'il s'est rendu, c'est à peu près 1 minute 30 du 2e. Donc, comme tu dis, ça se rend fin de 2e round, 3e round, là, il est un peu fatigué, il est dans un élément qu'il n'a jamais vu, dans une zone inconnue. Tard dans les combats, ça peut être intéressant. Évidemment, c'est un combat de 3 rounds, donc on ne peut pas se permettre d'être trop patient non plus.
Mais ouais, j'aime ça. Et en terminant là-dessus, est-ce que c'est quoi ton opinion sur Burns d'avoir accepté le défi Chimaev? Je veux dire, il n'a pas tant que ça qui lève la main, surtout pas quand tu es classé deuxième pour affronter le 11e. Est-ce que tu le trouves un peu débile, mal conseillé, parce que c'est dangereux, il a tout à perdre, ou plutôt tu respectes le fait qu'il veut se mettre au défi puis affronter le gars que personne veut affronter? Je pense qu'il y a plusieurs options de réponse dans cette question-là. La première, je pense que les combattants qui sont bien classés sont écœurés d'entendre parler de Chimaev, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de lumière autour de lui. Fait que ça se peut que ce soit lui qui veut faire dérailler le train, Chimaev. C'est sûr, ça peut être ça. Deuxièmement, tu vois qu'on lui a glissé une enveloppe, puis qu'on lui a dit, garde, tu vas affronter lui, puis regarde, ça va être bon. Puis troisièmement, ça se peut qu'on lui ait pas donné le choix pantoute. On va dire, OK, ton prochain combat, c'est contre lui, sinon ça se peut t'attendre un bon bout. Fait que, tu sais, ça peut être, moi, je pense que ça peut être une des trois réponses. J'ai pas la réponse, mais à mon avis, avec mon expérience, la réponse est une dans ces trois-là. Je suis pas mal sûr. Intéressant. En tout cas, moi, perso, c'est le combat qui m'intéresse le plus, Chimaev contre Burns. J'ai hâte de voir si c'est Chimaev testé. Parmi les autres combats qu'on surveille, Mackenzie Dern contre Tesha Torres, combat important chez les 115 livres. Ian Gary, espoir invaincu, va affronter Darian Weeks chez les 170 livres. Jairzinho Rozenstruik, toujours dans le top 10 des poids lourds contre Marcin Tybura. Et Aspen Ladd contre Raquel Pennington, deux filles classées chez les 135 livres. Donc une belle carte, des combats importants, des combats intrigants également à l'UFC 273. Je vous rappelle la carte préliminaire 20h sur les ondes de RDS2 ce week-end. Et on continue à suivre les gars après ça. Et Valérie, par ailleurs. Jean-Paul, Pat et Valérie à la télé à la carte par la suite à 22h. Il va nous rester que 5-6 minutes. Pat, je veux, dans l'actualité, c'est sûr que bon, on a fait le tour, là, c'est vraiment l'UFC 273 qui retient l'attention, mais je veux parler du calendrier. J'en ai parlé d'entrée de jeu au cours des prochaines au début de l'émission, mais les prochaines semaines sont vraiment occupées à l'UFC, mais ailleurs aussi. 5 galas lors des 5 prochains week-ends à l'UFC. Charles Jourdain contre Lando Vannata le 23 avril. On s'attend à un duel qui va faire plaisir aux fans dans ce combat-là, mais un combat pas facile pour Charles non plus, là. Non, mais je pense qu'il est rendu là de se tester face à un vétéran comme Vannata. Puis, écoute, c'est pas un combat qui va le faire rentrer dans le top 15, mais je pense qu'il est rendu là, avec une belle performance face à AOL qui. Je vais faire attention à ce que je dis, là. J'enlève rien à sa performance, qui a été une performance étincelante, puis un Charles Jourdain comme on connaît. Dans un spectacle, il est hargneux, puis tu sais, c'est vraiment. Là, mais André Will, pas grand monde connaissait André Will. Là, il va se battre contre un gars que beaucoup de monde connaît. Et là, c'est le temps d'aller faire ce même genre de performance-là contre Vannata, contre vraiment quelqu'un qui va être en avant de lui, qui va lui donner un fight, puis qu'il y a comme un nom un peu plus connu qu'André Will. Je pense qu'il est capable de le faire. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Puis c'est vrai, c'est un fight fan, ça. C'est vraiment là, un combat pour les fans. Si les deux sont capables d'arriver là en pleine forme puis vivre la marchandise, ça va être le fun. Ouais, c'est ça. Deux gars qui ont la réputation d'être spectaculaires, en fait, et de se donner en spectacle. Donc, c'est sûr qu'il y a un bon partenaire pour danser, Charles, dans ce duel-là. Ça va se passer le 23 avril. La semaine suivante, Johan Lennes contre Gabe Green. Combat qu'on va vraiment surveiller particulièrement. Tu vas être là-bas à Las Vegas. Ça va bien? Le camp de Johan se poursuit? Oui, absolument. Écoute, aucune blessure, des ajustements qu'on fait, honnêtement, ça va super bien. Le plan de match est en train de se construire aussi. On sait pas mal ce qu'on veut faire depuis un bout. Là. On a regardé beaucoup de vidéos, puis on connaît très bien l'adversaire de Johan. Ça va être son premier combat à l'UFC aussi. Je pense puis que ce soit moi, que ce soit n'importe quel autre, quand tu as quelqu'un qui a déjà vécu ça dans ton coin, je pense que ça peut mettre beaucoup plus en confiance l'athlète. Puis, il y a beaucoup de combattants pour justement que ils s'entraînent avec des vétérans, puis ils amènent les vétérans dans leur coin, peut-être pour avoir une espèce de sécurité quand ils vont faire leur premier combat. En plus, il va se battre à la même place qu'il a gagné son contrat à l'UFC. Donc, c'est une place qu'il connaît. Donc, je pense que ça aussi, ça va être bon aussi pour lui, pour une espèce d'ambiance qui est à la maison, qui sait exactement où il s'en va, il sait où la porte de sortie, où c'est ce qu'il est le vestiaire. Ça a l'air niaiseux, là, pour le monde qui s'en va dans ce monde-là, mais quand tu arrives à une place que tu connais, tu te sens déjà dans un état de familier, puis on dirait que la pression tombe un peu plus.
Fait que je pense que ça va être bon pour Johan, ça, de se battre. Tu sais, il y en a qui vont dire, c'est plate, tu vas te battre encore au Apex. Ça dépend. Tu sais, c'est une place qui est connue, c'est son premier combat à l'UFC. Je pense qu'il y a moins de pression de se battre là aussi. La plupart, c'est un bon point que tu amènes parce que on en a vu plusieurs là, au cours des dernières semaines, des combattants de la saison 5 de Dana White Contender Series qui ont fait leur début officiel à l'UFC. La plupart, ça a été à l'Apex. Puis la plupart disaient ça également. C'est déjà assez stressant de faire ses débuts à l'UFC. Là, on est au moins dans un environnement connu, on connaît les gens un petit peu, puis on connaît l'endroit, puis en même temps, il n'y a pas beaucoup de fans non plus. Donc, c'est peut-être une pression de moins aussi. La plupart le mentionnent en entrevue avant de faire leur début officiel à l'UFC, ça. Donc, on vous promet gros mois d'avril pour les combattants québécois. Et on vous promet, c'est sûr qu'on va avoir Charles et Johan avec nous pour discuter de ce qui s'en vient pour eux au cours des prochaines semaines. Bellator, le 15 avril, j'ai encerclé la date, Pat, parce que AJ McKee va affronter Patricio Pitbull Freire. La revanche, les deux s'étaient affrontés l'été passé. McKee avait détrôné Pitbull pour le championnat des 145 livres. Et je sais qu'on ne parle pas souvent de Bellator au podcast, mais si vous avez un combattant dans cette organisation-là à suivre, selon moi, c'est AJ McKee. 18 victoires, aucune défaite. Il est charismatique, c'est une méga vedette. Et c'est de la TV, c'est de la grosse TV quand il se bat. Puis là, en plus, il affronte son ennemi juré encore une fois. Donc, je veux dire, on a hâte à ce duel-là. Là. Exact. Je ne veux pas dire que ça avait été une surprise au dernier combat, mais de la manière ça s'est passé. Je veux dire, ça avait été facile pour McKee, en fait. Là. Exactement. Ça avait été facile. Un combat revanche toujours intéressant, surtout entre ces deux gars-là qui ne savent pas beaucoup. Là, puis il y a un go build-up qui est autour de ça. Fait que, oui, je suis d'accord avec toi. Jimmy McKee, c'est un gars qui est peut-être moins connu, c'est sûr, parce qu'il se bat au Bellator, mais si ça vous tente de découvrir d'autres combattants ailleurs, là, lui, ça en est un que tu mettrais dans le top 3. Ouais, exactement, c'est ça. Puis Patricio Pitbull, c'est quand même 32 victoires, 5 défaites. Ancien double champion de Bellator aussi. Je veux dire, on parle de deux des meilleurs poids mouches, pas poids mouches, mais poids plumes au monde. Ce duel-là le 15 avril. PFL, ça commence le 20 avril. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va les diffuser à RDS. On n'a pas encore toutes les modalités. Est-ce que ce sera en direct? Est-ce que ce sera en différé? On est en discussion à ce niveau-là. Je serai en compagnie de Valérie Les Tourneaux pour ça, pour la saison 2022. 20 avril, ça se passe au Texas. Olivier Aubin-Mercier va être sur la première carte de la saison. Et là, tu te rappelles, Pat, j'avais comme une petite panique il y a 2 semaines quand j'ai dit oh là, est-ce qu'ils vont le mettre contre Dufort? Ça n'a pas de bon sens, nanana. Finalement, Dufort n'est pas dans la saison en tout cas, jusqu'à présent de PFL, mais je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux, là, mais il va affronter l'ancien double champion, Nathan Schultz. Fait que pas un client facile pour Olivier en partant. Il était supposé se battre contre lui déjà dans le passé, puis il est arrivé quelque chose. Puis écoute, tu sais, Olivier, là, c'est le genre de gars qui va y aller peu importe. Puis je pense que c'est le genre de gars qui a du talent pour battre n'importe qui, honnêtement. Parce que c'est un cheval. Honnêtement, tu t'entraînes avec lui, c'est pas plaisant. Il y a des angles d'attaque uniques. Il t'amène contre le grillage. Il est fort, il est pas, il arrête pas. Il a une condition physique exemplaire, honnêtement. Mais, tu sais, c'est ça. Puis on va voir qu'est-ce qui est. Tu sais, je veux dire, s'il bat Schultz, je veux dire, il va être vraiment là, dans la discussion de peut-être pouvoir gagner ce tournoi-là. Honnêtement, c'est quelque chose. Mais je pense qu'il est capable. S'il reste en santé, puis moi j'ai hâte de voir ce combat-là, c'est sûr que je vais le regarder. Schultz n'a pas connu une grosse saison l'an dernier. Il avait, là, je ne veux pas dire de niaiserie, là, mais il a perdu au moins un combat. Il n'a pas fait les éliminatoires, en fait. Il n'a pas amassé assez de points dans ces 2 combats de la saison régulière pour passer en quart de finale. Donc, il est battable, il est prenable. C'est un excellent combattant, mais effectivement, mais ce tournoi-là, puis c'est comme ça dans toutes les organisations, tournoi, pas tournoi, si tu veux atteindre le sommet, il faut que tu battes les meilleurs. Donc peut-être que pour Olivier, tant qu'à ça, affronter l'ancien double champion en partant, si tu réussis à sortir une grosse performance, aller chercher une victoire, ça te donne une méchante dose de confiance et c'est un méchant tremplin pour la suite en plus. Là. Donc ça va être le 20 avril. Le 6 mai, on a annoncé la carte de PFL, le 3e gala de la saison. Ça va être les débuts de Kayla Harrison. Elle va se battre sur cette carte-là. Anthony Pettis aussi va se battre. Rory McDonald, finalement, je pensais que c'était fait, mais là, il a dit « Ah, je retourne à PFL cette année. » Donc, je pensais que c'était réglé, mais là, visiblement, il y avait encore le Canadien McDonald qui était encore un petit peu indécis. Il va être sur la carte du 6 mai. Julia Budd,
Canadienne, Pat, qui va faire ses débuts également à PFL. Elle va affronter la finaliste de l'an dernier, Jenna Fabian. Julia Budd, et chapeau à PFL d'avoir été chercher des filles comme ça. Ancienne championne de Bellator également, à 145 livres. Elle va se battre à 155. C'est une méchante athlète. Peut-être une fille. C'est peut-être celle qui va réussir à détrôner ou donner un défi finalement à Kayla Harrison. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'aime bien ta deuxième option, de Okay. donner un défi. Kayla Harrison à 155, honnêtement, je vois pas. Là. Je vois pas. Puis elle semble pas s'asseoir sur son talent non plus. Non. Toutes les fois, elle est dominante encore plus. Tu sais, c'est une fille qui vend beaucoup. Puis, c'est une fille qui fait énormément d'argent. Là. Elle est multimillionnaire, cette fille-là, aujourd'hui. Là. Puis, elle s'assoit pas là-dessus. À toutes les fois qu'elle se bat, elle est encore meilleure, elle est encore plus forte, elle est encore meilleure au niveau du combat debout aussi. Écoute, je suis à 155. Mais t'as raison, c'est une super belle acquisition pour le PFL. Si on est capable de se rendre en finale avec ces deux filles-là, t'as raison, je pense que Bud est capable de lui donner un combat. Est-ce qu'elle est capable de gagner? Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Toute une lutteuse, là, Julia Budd, ancienne championne, je disais, de Bellator. Elle a perdu son titre contre Chris Cyborg, mais elle était à la limite contre Cyborg. Donc, c'est ça. Mais contre Kayla Harrison, c'est ça. C'est contre des filles comme ça, là, les meilleures au monde, c'est toujours des gros défis. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va être en mesure de faire, Julia Budd, à PFL cette année. Bon, ben Pat, merci énormément. Vas-y. Aussi, là, c'est le Samouraï. Samouraï, ben oui. J'avais oublié de le noter, mais c'est vrai, je m'étais dit, il faut que j'en parle. 6 mai. Oui, donc Sorez contre Kevin Généreux, la finale. Puis il va y avoir plein d'autres bons combattants là-dessus, dont Tommy Morrison qui va se battre là-dessus. On l'a déjà eu dans le podcast. Donc, son premier combat professionnel. Donc, encore une fois, on essaie d'encourager cette organisation québécoise-là qui va être à son deuxième gala. Je vais être sur place. Tu vas être là ce fois-là, là? Non, tant mieux. Oui, je vais être là. C'est ça. Puis là, je vais être là. C'est vendredi, je vais être là. Dans le fond, je vais être dans le coin de Tommy parce que j'entraîne Tommy aussi partiellement. Donc, il m'a demandé d'aller dans son coin. Donc, je vais être là avec mon bon ami Firas. Donc, on va être ensemble travailler pour Tommy pour sa victoire. Ah, avec Firas Zahabi, excellent dans le coin de Tommy. Ouais, puis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sera bien entouré, ce jeune Morrison. Du côté de Samouraï, le 6 mai, effectivement. Mais on vous revient sur Samouraï parce que la carte est en train de se bâtir. Daniel Lafont, qui est le président de l'organisation, travaille fort pour essayer de mettre... On le sait, la dernière fois, c'était Michael Dufort. Là, finalement, sa carrière a un petit peu décollé aux États-Unis. Je pense pas que Michael va être sur la carte du 6 mai. Il y avait aussi Alex Morgan qui tente... Tu sais, Daniel, aujourd'hui, elle dit, moi, je suis pour regarder les combattants. Moi, je veux leur donner une vitrine, puis c'est un tremplin pour eux pour se faire voir ailleurs, puis peut-être pour, tu sais, s'ils peuvent utiliser mon organisation pour faire un tremplin pour aller plus, c'est ça que je veux, moi. Puis, tu sais, je trouve que c'est noble de sa part, tu sais. 100%. J'ai vu des promoteurs qui pensaient aux combattants. J'ai comme l'impression que lui est un peu de ce côté-là, tu sais, plus, OK, je vais en donner à mes combattants, je vais faire quelque chose pour les combattants. En tout cas, on n'est pas rendu à 10 galas, c'est juste le deuxième. Mais de ce que j'ai entendu du premier, j'ai entendu juste des bonnes choses. Oui, exactement. Puis tu as raison, c'est tout à son honneur. Ça lui fait beaucoup de travail, par contre, parce que c'est difficile de mettre une carte. Puis là, si tes combattants en plus ne reviennent pas. Pour un promoteur, c'est difficile, mais lui le fait parce qu'il adore ce sport-là. Puis il veut que les gars d'ici puissent se développer pour atteindre les plus hauts sommets. Donc, c'est sa philosophie. On vous reviendra quand la carte sera bâtie. C'est sûr qu'on va reparler de Samouraï dans les prochains épisodes. Bon, ben Pat, merci énormément. J'ai un meeting qui commence dans 3 minutes, donc il faut que j'y aille. Merci à tout le monde d'avoir été là cette semaine pour un autre épisode de Dans la cage. Bon UFC 273 cette fin de semaine. Ciao Pat. Ciao tout le monde. À bientôt.